Ça va, Nicolas? Je suis en pleine forme et toi, mon cher? Bah, ça va vous? Ouais. Olivier, ça va? Oui, Alexis. Bon, c'est une nouvelle édition d'Alerte Générale, le talk de la France qui en a gros, qui en a marre, qui travaille et qui se fait taxer comme c'est pas permis. Et vous êtes là, évidemment, pour écouter, regarder et réfléchir avec nous dans la joie et la bonne humeur, parce que c'est important, la joie et la bonne humeur, ainsi que la courtoisie, n'est-ce pas, Nicolas? Exactement. Tellement on a l'impression de se faire insulter par ce président qu'on adore. Eh bien, aujourd'hui, on va parler, évidemment, de la banqueroute organisée. Est-ce qu'Emmanuel Macron est payé pour flinguer la France? Et est-ce que Bruno Le Maire a été un ministre de l'économie formidable? Et qu'attendre comment c'est Roland Lescure, c'est son frère. Ouais, non, Bruno Lescure. C'est celui qui avait arrêté X, tu sais. Ah oui, X, voilà, c'est ça. Ils sont tous sur X, évidemment. On va parler, bien sûr, de tout cela avec vous. Et vous êtes là, public bien-aimé. Vous serez, bien sûr, questionné sur ce que vous pensez des questions et des réponses, surtout, d'Olivier Delamarche. Bonjour, Olivier. Bonjour, Alexis. Merci. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Et avant de commencer, on va lancer immédiatement l'édito de Nicolas qui est chaud comme la braise. Eh oui, chers amis, merci beaucoup au public d'Alerte Générale. En tout cas, et n'oubliez pas de partager, de liker, bien entendu, vous le savez. Alors l'édito, cette fois-ci, c'est un miracle a eu lieu à l'Assemblée, mes amis. Alors non, ce n'est pas le concours de l'hectomètre de verre de Saint-Émilion, ni de la gorge profonde, la plus endurante en shooter de tequila. Non, cela s'est passé dans l'hémicycle cette semaine où le député LR de l'Aisne, Julien Dive, a rappelé des évidences sans vaseline en disant 95% des femmes et des hommes de cet hémicycle n'ont jamais créé la moindre entreprise et se permettent de donner des leçons d'économie matin, midi et soir. Et bim, une grosse paire de bouffe et une. Car oui, ce n'est plus un parlement, chers amis, c'est un enclos de chèvres parlementaires non productives et subventionnées par nos bifetons. Des coachs en dette colossale, des formateurs certifiés de la ruine nationale, des diplômés en foutage de gueule appliqué qui n'ont jamais fait ni de devis ni de facture, mais qui pondent des lois pour alourdir les mulets décharnés que nous sommes, les entrepreneurs donc français et les millions de Français également, factotums et hommes à tout faire d'un État obèse et d'une administration devenue totalement dingue et inutile. La seule valeur de ce que ces gens-là connaissent, c'est celle inscrite sur leur généreuse fiche de paie, abondée par nos impôts, 7 500 € bruts pour faire simple, et des poussières pour palabrer sur leur activité improductive en profitant pour empiler un mi-cadeau de nouvelles taxes les unes sur les autres. Alors, pendant que la France se coule, chers amis, eux se secouent la noix de coco à la buvette et laissent Macron jouer au général Playmobil face à Poutine. Alors comme moi et comme beaucoup de Français, j'attends moi aujourd'hui de grands amendements de bon sens, notamment la baisse immédiate de 30% des indemnités des députés et la fin des privilèges, le retour à la carte Navigo aux banquettes sales du métro et du RER et une tournée générale de Ouigo sans voiture-bar. Même tarif pour les ministres, on fait vite, qui utilisent la France comme un gros fromage dont ils sont les seuls à profiter, et une TVA surtout, important, à 60% sur chaque verre de pinard descendu à la buvette de l'Assemblée, et une TVA à 80% sur les plats servis au restaurant du Sénat. Et pour Gérard Larcher, vous savez, l'homme aux 40 000 € de siège, le pape de la paupiette de veau, Yael Braun-Pivet, la madame anti-héritage, ce sera désormais des nuitées aux compagnies, les collations au Buffalo Grill de Pantin, les amis, car cette troupe de députés sont les rentiers de la parole vide et des chantres du travail improductif, car leur seul muscle, c'est quoi? C'est le pouce, parce qu'avec lequel ils appuient sur « pour » quand il s'agit de voter en faveur de leurs privilèges, alors que leurs amendements délirants pourraient être annulés par des ordonnances ou retoqués par Bruxelles ou le Conseil constitue du mutualiste, rappelez-vous, Richard Ferrand, eh bien ils feront mine de tomber des nues. Tout cela n'est en réalité qu'une vaste escroquerie politique, mais il y a peu d'espoir que la situation change, parce que vous le savez, car nous n'avons pas les truites les mieux ochinés du bassin, il faut bien le dire. Les Français ne veulent plus d'apparatchiks, de planqués improductifs, de receleurs d'indemnités. Ils veulent des gens qui bossent vraiment pour eux. Et la prochaine fois qu'un député ouvrira la bouche pour parler d'économie, qu'il commence par créer un emploi, et autant pas le sien, quoi. Et que son salaire soit gagné à la sueur de son front, pas celui de la sueur des Français. Enfin, comme le disait Michel Audiard, quand on parle pognon à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute, car dans la vie, on partage toujours les emmerdes, jamais le pognon, et surtout en France. À bon entendeur, salut les amis députés. Eh ben voilà, ça c'est envoyé. Maintenant, c'est l'alerte rouge. Alors, on va parler évidemment de ce budget Frankenstein. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez pourquoi on paye des impôts ? Non.
Pour que des gens créent des nouvelles taxes et des nouveaux impôts. Et c'est quand même facile, non ? Alors c'est vrai qu'on se demande, quand on voit l'état de l'hôpital, le CHU de Caen qui est obligé de fermer le week-end parce que les internes qui travaillent 48 heures par semaine et qui n'ont pas de personnel encadrant, de médecins encadrants, sont obligés d'arrêter de peur de l'erreur médicale. Exactement. C'est quand même incroyable. Alors moi je me dis, pour éviter l'erreur fiscale, le mieux ce serait de fermer l'Assemblée et le Sénat la semaine. On laisse ça ouvert le week-end, je sais pas. Enfin, on fait en sorte qu'ils travaillent moins et on se rassure, tout va bien. Non mais ce pays est formidable. Si on regarde ce qui s'est passé à l'Assemblée, tu en parlais dans ton édito, on a eu quand même une ribambelle d'inventivité sur 2 nouvelles taxes. Alors les colis venus de Chine, surtout si on commande une poupée pédopornographique, attention, ça coûte encore plus cher. Si vous avez également le malheur de vouloir faire hériter vos enfants. Ah oui, mais ça, c'est tellement bien, ça. C'est tellement bien. Voilà. La seule taxe qu'il n'y a plus, c'est quand tu es dans le cercueil, de toute façon. C'est simple, c'est la seule taxe. C'est le seul dernier degré de fiscalisation, c'est le cercueil, apparemment. Et puis, il y a la fortune improductive. Eh oui. Alors, qu'est-ce que c'est, la fortune improductive, Olivier ? Allez. Je sais pas bien. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que sur les successions, c'est de l'argent qui a déjà subi l'impôt maintes et maintes fois. Et donc, ce que vous pouvez laisser à vos enfants est taxé, et en France, 46% en ligne directe, je vous rappelle, alors que dans les autres pays, même de l'Union européenne, d'ailleurs, l'Italie, c'est 4% maximum, le Portugal, c'est beaucoup moins, en Suisse, où je suis, il n'y a pas d'impôt sur les successions. Enfin bon, il y a beaucoup de pays dans lesquels ça n'existe pas. Et là, aujourd'hui, on veut taxer les successions. Alors, je dirais que ce n'est pas une surprise. C'est une surprise pour peut-être beaucoup de gens, mais pour moi, ça n'en est pas une, puisque je vous rappelle que fin 2021, Macron demande un rapport à Jean Tirole et à Olivier Blanchard, 2 économistes, dont celui de la BCE, et en leur disant comment je paye mes conneries, comment je paye les 1000 milliards de dettes que je viens de faire, etc., et comment je fais. Et là, les 2 lui répondent en chœur, Monsieur le Président, il y a 2 endroits où il y a de l'argent en France, il y a l'immobilier, donc servez-vous, et il y a l'assurance vie, parce que l'assurance vie, en termes d'impôts sur les résultats, sur les revenus et sur les plus-values, on est quasiment à la flat tax, donc il n'y a pas grand-chose à prendre. Mais en revanche, il y a ce fameux abattement de 152 000 € où on retire en fait l'assurance vie de la succession générale, et donc ça c'est inadmissible, donc il faut le taxer, et comme ça on récupérera de l'argent. C'est ce qui est en train d'arriver. Alors après, vous avez une surenchère, mais comme à chaque fois, c'est-à-dire que vous avez une surenchère, vous en avez un qui doit être désigné dans un petit cabinet restreint où on dit vas-y, va balancer ta connerie, donc elle arrive et elle dit c'est 100% sur les héritages. Bon. 100% sur les héritages, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de droit de propriété en France. C'est ça que ça veut dire. Tout appartient à l'État, et on vous met à disposition pendant un moment quelques miettes pour que vous puissiez vivre ou survivre, en tout cas, pendant la durée de votre existence physique. Et puis, derrière, vous verrez que on va vous coller une taxe à 80%, et là, vous direz ouf qu'on s'est fait peur. Finalement, c'est pas plus mal, ils nous laissent 20%. C'est quand même sympa. Voilà. Et donc, ils ont toujours agi comme ça. Donc, il faut s'y attendre. À chaque fois, ils tapent fort. Et puis, ils reculent un peu. Mais vous inquiétez pas, les 100% arriveront d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans. Exactement comme sur toutes les mesures qu'ils prennent, qui sont en fait des patchs sur des jambes de bois, puisqu'on ne règle jamais le problème. On joue au bonneteau avec la dette, on joue au bonneteau avec les... Et en fait, finalement, ce qui doit arriver arrive, c'est-à-dire que tous les 2 ans, le problème se repose, les retraites, tous les 2 ans, le problème se repose. On finira peut-être à 75 ans avec 0 pension et beaucoup de cotisations. Voilà. Alors, on accueille aussi Salva, gilet jaune, qui est là. Merci Bonsoir à tous. Salva d'être là. Merci. Bonsoir.
d'être là. Salva, on nous a dit, Macron nous a dit, on a filé 14 milliards aux Gilets jaunes. Concrètement, d'accueil la révolte. Toi, les 14 milliards, tu les as vus, tu les as touchés, tu les as palpés? On les a pas touchés du doigt, en tout cas. On les a pas touchés du doigt. Mais je voulais rebondir sur la succession. En fait, ça marche bien les successions pour le commun des mortels, mais pour des gens comme Monsieur Bernard Arnault, en fait, eux, ils assurent leurs arrières et derrière, avec toute leur mode de financement et avec les trusts anonymes, ils arrivent à sortir du lot et c'est toujours les petits sur lesquels on tape, mais ces grands monsieur, en fait, arrivent toujours à trouver des artifices pour passer à côté. Ouais. Oui, alors je suis d'accord. La seule chose, c'est que si vous voulez, moi j'aimerais bien qu'un jour en France, au lieu de régler tous les problèmes avec une taxe supplémentaire et un impôt supplémentaire et en piquant l'argent des gens qui ont réussi et qui ont fait du fric, on se pose la question inverse, c'est-à-dire comment on peut dépenser moins. Et à ce moment-là, vous verrez que ça va ruisseler, même sur les petits. Mais le problème, c'est que c'est jamais ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans une idéologie, je dirais, gauchisante, hein, qui part du principe qu'il faut aller chercher l'argent chez des gens qui ont bossé pour l'avoir. Alors, oui, c'est extrême ce que gagne peut-être M. Bernard Arnault, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas enfin raisonner correctement ? C'est-à-dire sans dire, de toute façon, l'argent, il suffit d'aller le chercher chez les gens qui bossent pour aller le donner à ceux qui foutent rien. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. Donc, un jour... Prenons les mains à l'envers et arrêtons de stigmatiser. Alors, je vous promets, je ne connais pas Bernard Arnault, c'est pas un ami, etc. Surtout que c'est lui qui a mis en place quand même M. Macron. Hein. Il avait l'air de l'oublier récemment, mais c'est quand même lui qui a financé et qui l'a mis en place. Donc, j'ai pas un amour particulier pour Bernard Arnault, mais ce qui est vrai pour Bernard Arnault, c'est vrai aussi pour tout un tas de gens qui ont monté des entreprises, qui ne sont pas Bernard Arnault, qui ne sont pas milliardaires, qui ont gagné très honnêtement leur vie, et qui eux aussi vont voir disparaître ce qu'ils ont mis de côté, qui a été largement imposé, qui a servi largement pendant des années à financer toute cette racaille qu'il y a à l'Assemblée nationale et au Sénat, et qui aimerait bien pouvoir transmettre quelque chose. Sauf qu'ils pourront de moins en moins. Une question avant de faire la séquence sur la question du découvert bancaire, mon cher Salva. Là aussi, ce fameux découvert de 200 balles où si tu dépasses à 12 € près, tu auras des problèmes et tu auras la consommation. Oui, là, on est sur quelque chose vraiment qui est vraiment dangereux parce qu'on se retrouve avec un système où, en fait, on n'aura plus de découvert autorisé et où il faudra faire une demande auprès de sa banque qui ressemblera à une demande de prêt, avec autorisation ou pas. Donc ça va nous amener vers quelque chose qui est vraiment dangereux. Et ce qui est important de voir, c'est que c'est passé au Parlement européen et que ce soit à droite, à gauche, au centre, ils ont tous voté pour au Parlement européen. Et après, ils viennent pleurer quand ça arrive au Parlement français. Parce qu'il y a une surtransposition en droit français du fait du gouvernement. Hein, parce qu'on pouvait s'en tenir à la législation européenne, qui est nulle, mais avec Macron, on rajoute encore un petit truc encore plus nul. Ce qui fait qu'évidemment, ce qui a été voté devient encore pire. C'est à peu près tout le temps la même chose. Mais c'est vrai que c'est une mesure scandaleuse. C'est une mesure scandaleuse. Je voulais juste finir. En fait, nous, les Gilets jaunes, on est sortis parce qu'en fait, on trouvait qu'il y avait trop de dettes et qu'on était écrasés par qu'il y avait trop de qu'il y avait trop de taxes et qu'on était écrasés par les taxes. Donc notre envie, c'est pas d'avoir plus de taxes, au contraire. Mais aussi, c'est de se dire qu'il y a énormément de mécanismes auxquels des personnes peuvent avoir accès pour se soustraire à certaines taxes, et en conséquence, ce que on ne récolte pas par ceux qui ont accès à ces mécanismes, mais en fait c'est les autres qui contribuent et qui le payent. Donc voilà, c'est un petit peu ça. En fait, les personnes qui ont la possibilité d'avoir des conseillers fiscaux et qui arrivent à se détaxer au détriment, et on récupère par le commun de tous les autres. Pourquoi ils se détaxent ? Comment ? Pourquoi ils se détaxent ?
Parce qu'on a un niveau global qui est trop important, on est d'accord. Mais le consentement à l'impôt, si vous voulez, moi j'ai tous les jours dans mon cabinet à Genève des gens qui me disent aujourd'hui, moi je suis à Genève. À Genève, c'est pas un paradis fiscal. Vous payez des impôts et vous en payez pas mal. Le seul truc, c'est que vous savez à quoi ça sert. Et en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que les gens ne savent plus à quoi ça sert et en plus ne veulent plus donner de l'argent pour que des députés se mettent de la cocaïne plein de nez ou pour que des députés virent de l'argent à M. Zelensky pour qu'il s'achète des villas. On est tout à fait d'accord. Si vous donnez l'argent à l'hôpital, croyez-moi, tout le monde sera content d'aller payer de l'argent. Attendez. Généralement, c'est le château, l'Élysée qui nous appelle. Allô ? Bonsoir. Et je vous entends mal, vous êtes sous un tunnel ? Ah non, dans les sous-sols de l'Élysée. Bon, c'est encore un des conseillers qui nous appelle. Oui, vous avez regardé Oui, ça vous a plu ? Oui, bah c'est pareil. Alors, je vous écoute. Oui, non, sans déconner. La France est la locomotive de l'économie européenne. Ouais. Ah oui. Ok, on l'avait pas vu passer. D'accord, vous faites bien de nous le dire, monsieur le conseiller. Absolument. Non, mais vous avez tout à fait raison. Mais alors, dans quel cadre ? D'accord, très bien. Et, bon, eh ben, écoutez, on va en discuter avec nos invités. Je vous remercie de votre appel. Merci beaucoup. À bientôt, monsieur le conseiller. Au revoir. Bon, alors c'est quand même vrai cette affaire. Bah oui. La France, on a le plus haut taux de faillite jamais vu en ce moment. Vous avez des sorties massives de capitaux et ça, je suis bien placé pour les voir arriver, donc je peux vous le dire. Et vous avez une activité qui est en train de s'effondrer. Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le PIB, comme beaucoup de chiffres macroéconomiques, sont des chiffres que j'appelle, moi, du marketing politique. Le chiffre du chômage, le chiffre de l'inflation, le chiffre du PIB, de la croissance, sont des chiffres de marketing politique. Mais en fait, ils veulent strictement rien dire, parce qu'ils sont maquillés. Moi, j'avais écrit il y a quelques années un tutoriel de maquillage économique. Et c'est dans tous les pays. C'est dans tous les pays pareil, ça marche très très bien. Donc évidemment, il ne faudrait pas que les gens s'aperçoivent de cette magouille, parce que évidemment, ils seraient fous furieux. Si on leur donnait les vrais chiffres de l'inflation, ils seraient fous furieux, ils seraient dans la rue. Et donc aujourd'hui, c'est très facile de maquiller les chiffres. Il y a des systèmes pour l'inflation, de progrès technologiques, etc., qui vous permettent de dire que les prix ont augmenté de 15%, mais en fait, c'est totalement une illusion et ils sont à zéro. Donc, vous avez ces chiffres-là, le chiffre du PIB. Alors, si on retraite un peu, si on retravaille les chiffres du PIB du premier trimestre et du deuxième trimestre, nous sommes en récession. Voilà, faut le dire. On a 2 trimestres consécutifs en baisse, parce qu'il faut retraiter de la variation de stock qui s'annule sur l'année. Donc, les 2 premiers trimestres étaient en baisse, donc en récession. Et puis, le troisième trimestre, si vous voulez, il y a quand même un souci, et ça sur beaucoup de pays du monde occidental, c'est que aujourd'hui, pour produire 1 euro de PIB, donc de chiffre d'affaires, si vous voulez, eh bien, il faut mettre 4, 5, 6 euros en face de dette. Ouais. Alors, moi, je veux bien qu'on m'explique qu'il y a, soi-disant, un effet multiplicateur, moi je dirais plutôt un effet massue, aujourd'hui, qui est que vous avez systématiquement une dette qui croît beaucoup plus vite que la croissance, et donc, eh bien, on se retrouve dans la situation actuelle où, tout d'un coup, les gens s'aperçoivent qu'il y a une dette, parce qu'elle n'était pas là hier, il faut le savoir. Ouais. Là, tout d'un coup, ils ont ouvert les yeux, ils se sont dit « Ah, mais mon Dieu, il y a une dette !»
Alors moi, pendant des années, j'ai prévenu sur la dette en disant les gars, il n'y a pas de point de non-retour. Là, on a dépassé le point de non-retour sur la dette. On va en prendre plein la figure. On m'expliquait que c'était pas grave. De toute façon, il fallait la rayer. Alors, il y a des grands économistes qui sont les spécialistes de cette dette qu'on efface, comme ça, du jour au lendemain. On l'a fait pour certains pays. Oui, on l'a fait pour certains pays, mais ça a coûté cher, derrière. Et donc voilà, enfin, cette dette, elle est dans vos assurances-vie, elle est dans tous vos produits bancaires. Si vous voulez l'effacer, il n'y a pas de problème, on se retrouve tous avec 0 sur le compte en banque. Faut le savoir, Donc voilà, c'est pas aussi facile que ça. On peut pas l'effacer comme ça. Et puis en plus, c'est le vrai moteur aujourd'hui de l'économie. C'est-à-dire que on a remplacé l'énergie, etc., par de la dette. Donc on vous met 5, 10, 15, 20 sur la table pour essayer péniblement d'avoir un semblant de croissance, parce qu'en fait c'est une croissance totalement illusoire. Et puis tout d'un coup, on fait mine de se réveiller et de s'apercevoir qu'il y a une horrible dette et qu'il va falloir prendre toute l'épargne des ménages pour la payer. Oui, mais il y a beaucoup d'épargne, justement. La France oui, n'a jamais c'est autant le but du épargné. jeu. Si on écoutait certains experts, les Français sont des écureuils qui planquent leurs noisettes. Et c'est pour ça qu'ils n'achètent plus rien dans les supermarchés, d'ailleurs, parce qu'ils planquent leurs noisettes et qu'il y a trop d'économies en France. Alors, heureusement qu'on va aller voler l'économie des Français pour financer l'industrie de la guerre. Mais sans ça, qu'est-ce qu'on ferait de toutes ces économies ? Ah ben c'est justement le problème. Mais c'est pourquoi est-ce que Madame Lagarde, alors elle a repoussé son projet, mais pourquoi est-ce que Madame Lagarde vous parlait sans arrêt ces derniers temps de l'euro numérique ? Parce que justement, l'euro numérique, c'est une monnaie qui est programmable, même si elle dit le contraire. C'est une monnaie qui est programmable et il y a eu un essai en Chine. Alors, me demandez pas la date, c'était il y a quelques années. 2-3 ans peut-être. Il y a eu un essai qui a été fait sur une monnaie qui avait une date de péremption. Super, ça. Fongible, Donc, vous avez 5 000 balles sur votre compte. Ces 5 000 balles, vous devez les dépenser dans un délai de, 6 mois. Ça veut dire que vous ne pouvez plus épargner. Donc, si vous ne pouvez plus épargner, vous ne pouvez plus rien acheter. Ni appartement, ni voiture, ni quoi que ce soit. Et donc, vous êtes obligé de tout louer, ce qui fait une rente pour certaines grosses sociétés. Et ça répond à la remarque de Klaus Schwab qui disait vous ne serez propriétaire de rien, vous serez locataire de tout, et vous serez heureux. Ça va là-dessus, c'est intéressant d'avoir ton avis, parce que toi, tu es gilet jaune, on le rappelle, tu as beaucoup aussi sur la dette, il y a eu pas mal de questions qui sont posées sur la dette. Vous avez, vous, dans votre groupe, pas mal réfléchi là-dessus. Olivier a cette analyse d'économiste. Toi, tu réagis comment à cette dette-là, concrètement, en tant que citoyen aussi ? Oui, alors nous à l'époque, on avait même fait une proposition de loi pour demander la fin de l'anonymisation de la dette, parce que Monsieur François Hollande, vous savez, mon ennemi c'est la finance, mais il avait fait une loi pour que la dette soit anonyme. Et donc, si on veut connaître les détenteurs de la dette, il faut plus qu'il soit anonyme. Mais derrière ça, ce que je voulais aborder, c'est en fait à partir de la fin des accords de Bretton Woods, où on a arrêté la parité entre la monnaie et l'or, et à côté de ça, également, à la fin à partir des accords de 1973, où on a défini que la France n'empruntait plus à la Banque de France. C'est une bêtise. Ça n'a rien à voir. C'est la fin de Bretton Woods qui est important et qui marque le démarrage de la dette. Et donc, en fait, on s'est mis à avoir la création monétaire qui était liée à l'emprunt. C'est-à-dire, c'est quand vous empruntez que vous faites une écriture qui une écriture qui va créer de la dette. Et donc, quel est l'intérêt de la sphère financière ? C'est d'avoir de la monnaie. Et donc, pour avoir de la monnaie, il faut qu'il y ait cette création monétaire, donc il faut qu'il y ait de la dette, donc il faut qu'il y ait de l'emprunt. Donc le système financier vit de l'emprunt.
Et donc, c'est pour ça que c'est un système qui a besoin de la dette. Et depuis 40, 50 ans, on vit de la dette et on crée de la dette de plus en plus. Et ce système-là, il est également... on a les politiques qui sont là pour faire en sorte que, on ait des budgets qui sont en déficit pour justement créer de la dette et pour alimenter ce système financier. Et donc c'est un système qui s'auto-alimente depuis des années et au détriment des populations. Et donc nous on se dit faut arrêter ça. À un moment donné, faut arrêter ça. Olivier, sur ce que dit Salva, toi, est-ce que tu as des... Moi, la dette me dérange pas tant qu'il y a de la croissance. Ça vous donne, si c'est pour faire de l'investissement, si vous levez de la dette pour investir, moi, ça me pose pas de problème. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, votre investissement, il va vous permettre de rembourser cette dette, et non seulement de la rembourser, mais en plus de gagner de l'argent. Le problème aujourd'hui, c'est pas ça, c'est pas qu'il y a de la dette pour de la dette, c'est qu'il y a de la dette, mais qui paye les dépenses courantes. C'est comme si vous, particulier, vous alliez tous les ans à votre banque et que vous leur disiez, voilà, moi j'ai besoin de 100 000 balles pour vivre sur l'année, donc prêtez-moi 100 000 balles. Et puis la deuxième année, vous venez, vous dites, d'abord il faut que je paye les intérêts des 100 000 premiers, et puis j'ai besoin de 100 000 balles parce que je les ai bouffés, je ne les ai pas investis, donc je les ai bouffés. Donc j'ai besoin de 120 000 cette année, et ainsi de suite. C'est ça l'État aujourd'hui, ce qu'il fait. Donc à peu près jusqu'à 2008, entre 2000 et 2008, il n'y avait pas de souci. Pourquoi il n'y avait pas de souci ? Parce qu'il y avait encore de la croissance, ce qui n'est plus là, et il y avait des investissements. Ah oui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de croissance, et il n'y a pas de croissance pour des données qui sont des données fondamentales, qui sont, par exemple, la démographie, dont personne ne parle, tout le monde s'en fout, mais c'est quand même un sujet et qui est important, parce qu'il se trouve qu'un pays qui vieillit, il a une croissance, une espérance de croissance qui est diminuante. Donc là, aujourd'hui, on a un pays qui vieillit énormément, puisque sachez quand même que, ça va m'attirer les foudres de certains, mais enfin bon, je m'en fiche un peu. Mais on vous balance un chiffre en vous disant, aujourd'hui, le taux de fécondité d'un 60 par femme en France. Il faut voir les disparités qu'il y a. 1,30 pour les Françaises, 3,20 pour les étrangers. D'accord ? Et mécaniquement, même si on prend le chiffre d'un 60, mécaniquement, la population va baisser. Ça se fait en Italie, ça se fait au Japon, ça se fait encore plus en Grèce, ça se fait en Espagne, ça se fait en Allemagne, ils sont à 1,60 depuis des lustres. Et donc, mécaniquement, quelqu'un de 75 ans ne dépense pas comme quelqu'un de 45. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et donc, ça veut dire que vous allez avoir de plus en plus de dépendants par rapport aux actifs. Et moi, je pose la question, qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est bientôt. Qu'est-ce qui va se passer le jour où on a plus de dépendants que d'actifs ? On fait quoi ? On n'est pas loin de ce jour-là. Là. Mais on y est quasiment. Ça s'appelle, c'est les Hunger Games. Après, on en verra, je sais pas, des enfants de certaines régions se tuer dans. Et le problème, c'est que vous pouvez jouer à ce qu'ils font en ce moment, c'est-à-dire repousser l'âge de la retraite, diminuer les pensions, augmenter les cotisations. Mais dans 2 ans, vous referez exactement la même chose, et puis dans 2 ans, encore la même chose, parce que mécaniquement, ça ne passe pas. Donc, soit on repart d'une feuille blanche et on refait quelque chose en essayant de faire quelque chose qui tienne, mais là, aujourd'hui, vous ne pourrez pas équilibrer l'équation. Point. Alors attends, tu dis qu'on ne peut pas équilibrer l'équation, mais il n'y a pas une solution, des solutions ? Parce que là, le constat... Si, mais il y a des solutions. Il y a des endroits... On attend des solutions. Il y a des endroits où ça marche. Vous prenez la Suisse, il y a en fait une base qui est le premier pilier, qui est une base commune, qui ressemble à notre retraite par répartition. Et puis, vous avez en fait une capitalisation avec les entreprises qui abondent, etc. Et puis un troisième pilier qui est libre. Et ça fonctionne, ça marche.
Voilà. ben, Sauf que le problème, c'est que ce système-là, il est là depuis déjà un moment, et que nous, on n'a toujours rien fait parce qu'on est incapable d'avoir une idée. Quand on a des gens qui sont comme Bruno Le Maire, faut pas lui demander à un moment d'avoir une idée. Ces idées, elles sont sur la table depuis longtemps. Parce que... Bruno Le Maire qui est en Suisse, mais je prends Édouard Philippe, à peine arrivé à Matignon, il sort son rapport sur la France 2030 avec Jean-François Cirelli, patron de BlackRock Europe. Il y avait ça là-dedans, justement, pour dire on va demander au fond d'abonder et de faire en sorte qu'on ait une retraite privée en France. C'est pas nouveau cette idée. Qu'est-ce qui fait que ça bloque en France ? Mais parce qu'on veut pas. Mais pourquoi on veut pas ? Parce qu'on veut pas, parce que je pense que ils se disent que ça passera pas. Parce qu'il y a un moment, quand vous changez de système, il y a un moment où il y a des gens qui sont lésés, forcément. Bah, de toute façon, là, des gens sont lésés. Oui, mais comme ils ont envie quand même d'être réélus, il y en a aucun qui a du courage. Ouais. Il n'y en a aucun qui a du courage. Et puis c'est tellement plus facile. C'est tellement plus facile de modifier un ou deux paramètres plutôt que d'aller s'emmerder à essayer de recréer quelque chose d'intelligent que non, bien sûr que non. Pourtant, Olivier nous avait dit, regarde, il y a 2 ans, qu'il fallait absolument faire la réforme des retraites pour économiser 12 milliards parce que ça allait nous sauver la vie. 49.3, 49.3, on repasse et à ce moment-là, j'avais fait un édito en disant vous verrez que dans 2 ans, on va en reparler. Et puis là, ils reviennent dessus. Suspension, c'est formidable. Les mecs sont géniaux quand même. Mais c'est évident. Non, mais mais c'est tu peux pas. Tu peux pas. Enfin, cette équation ne peut pas s'équilibrer. Ouais. Cette équation, elle a été mise en place. On avait entre 6 et 7% de croissance en France. D'accord ? On avait un taux de natalité qui était largement au-dessus de 10. On avait 4 actifs pour indépendants. Voilà, point. Donc, à quel moment ? Attends, parce que le truc qui est dingue, c'est que tu regardes la France des années des 30 Glorieuses. D'où venait l'argent ? On a pu faire des autoroutes, le TGV, le Concorde, le nucléaire. D'où venait l'argent ? L'argent, là, tu pouvais l'emprunter. Là, tu pouvais l'emprunter, mais tu l'empruntais pour faire des investissements. Tu l'empruntais pas pour faire vivre l'État. Si tu fais vivre l'État avec ce que tu empruntes, je te dis, l'année suivante, tu es obligé d'en emprunter encore un peu plus parce que, voilà, tu n'as rien fait à un moment qui te permette de faire rentrer de l'argent. Ouais. Mais les centrales nucléaires, elles nous faisaient rentrer de l'argent. Oui. D'accord ? Et en plus, elles permettaient à des entreprises... Je donne un indice. Est-ce que l'Union européenne n'est pas un peu responsable de ce merdier ? Oui, mais bien sûr. Mais enfin, bon, et voilà. Allez. Tu m'amènes intelligemment sur mon sujet préféré. Juste un indice. On va avoir Nathalie Loiseau sur le paletot, force avec tes bêtises. Moi, tu vas voir, elle va arriver. Tu vas voir, c'est top. C'est une évidence. Oh là là. L'Europe, d'abord, tu avais l'Allemagne qui n'appréciait pas énormément l'avantage compétitif qui était donné par nos centrales nucléaires, donc qui a tout fait pour le casser. En plus, ils ont quand même toute une bande de pastèques vertes à l'extérieur, rouges à l'intérieur, qui ont lutté bec et ongles pour supprimer le nucléaire, alors que c'est l'énergie la plus propre et aussi la moins chère. Et donc, tu remarqueras qu'on a tous abandonné nos programmes nucléaires. Alors là, il y a Manu qui essaie de remettre ça en place. Mais enfin bon, en attendant, on a perdu le savoir-faire. Tous les ingénieurs se sont barrés. Enfin bon, donc il y a d'ailleurs un ingénieur nucléaire dans le public. Je tiens à le saluer. On en parlera prochainement. Il y a beaucoup de choses à dire sur le secteur. Donc, et on remercie le public. D'ailleurs, si vous voulez participer, juste une petite parenthèse au public de l'émission, il suffit d'envoyer un mail à TV Liberté. Alors, je crois que c'est contact@tvliberté avec un s.com. Voilà. Donc n'hésitez pas et vous pourrez faire partie, comme cet ingénieur nucléaire, du public. Voilà, donc et là ils nous ont sabordés. Maintenant, après, ils se sont sabordés eux-mêmes, avec un petit coup de main des Américains au passage, parce que les États-Unis voulaient, et c'est bien le but du jeu, les États-Unis voulaient détruire l'Union européenne et l'euro. Pourquoi ? Parce que en fait,
C'est très mal compris, ça, je pense, par les éditorialistes et les économistes aujourd'hui. C'est qu'ils pensent que Trump a lancé, par exemple, une guerre commerciale. Il n'a pas lancé du tout une guerre commerciale, il a lancé une guerre monétaire. Parce qu'aujourd'hui, le dollar, enfin, la position des États-Unis et la position du dollar est remise en cause, même si... Croyez-moi, on a le temps, contrairement à ce que disent certains qui pensent que le dollar c'est fini. Aujourd'hui, toutes les transactions se font quand même en dollars et les réserves sont majoritairement en dollars. Et c'est comme ça, vous ne faites pas payer en bolivars vénézuéliens quand vous vendez quelque chose. Moi aussi. J'ai vendu une paire de baskets sur le Bon Coin il n'y a pas 2 jours. Je te conseille pas. Je vais avoir. Merde. J'avais un paquet de pognon comme ça. Et en fait, voilà. Donc le but du jeu, c'était de détruire l'euro, ce qu'ils ont très bien fait, en faisant sauter Nord Stream. Et quand ils ont fait Nord Stream, ils ont coupé l'approvisionnement en énergie aux Allemands. Et tout de suite, l'Allemagne, elle est en train de couler. Tu as qu'à regarder les résultats de Porsche, les résultats de Volkswagen. Ouais. Et ça va continuer. C'est fini. Ouais. C'est fini. Et donc, ils en ont bien profité, les Allemands. Ils nous ont bien coulé. Et puis maintenant, ils vont couler avec. Mais pourquoi ce suicide européen ? Qu'est-ce qui fait qu'on a des dirigeants qui sont d'accord avec cette idée d'aller rejoindre Sirius ? Il y a une transition, enfin c'est le temple solaire. Moi je ne veux pas me suicider pour l'euro. À quel moment on dit stop avec cette secte de tarés en fait ? Tu ne l'as pas parce que déjà, dès que tu parles de sortir de l'euro, tu te fais traiter de fasciste, donc ça limite un peu la discussion. On explique que le Brexit a foutu en l'air l'économie anglaise. Ouais, Farage est en tête des sondages. C'est Keir Starmer et son prédécesseur qui l'ont coulé, le Royaume-Uni. Mais c'est pas du tout le Brexit. C'est très simple, hein, on est contributeur net. Oui. Cette année, ça va nous coûter 12 milliards. Dans les années qui viennent, ça va nous coûter 15. Et ça va nous coûter par la suite 20, parce que en fait, notre contribution augmente, puisque d'ailleurs, le Royaume-Uni étant parti, la contribution du Royaume-Uni disparaît. Donc, ça ne fait qu'enfler pour donner de l'argent à une mafia, une pure mafia, qui est cette Europe dirigée par une corrompue notoire qui s'est quand même fait virer de son ministère pour ça, donc c'est quand même assez hallucinant. Faut le rappeler. Mais tu sais ce qui est pire. L'Europe, c'est la. Moi, j'avais appelé ça il y a un moment, j'avais appelé ça la poubelle jaune de la politique, le recyclage des politiques ratées. C'est le bac jaune. C'est le bac jaune dans leur pays respectifs. Le fait est que cette Europe-là, comme tu dis, c'est une vraie mafia. On a vu la manœuvre de Bruxelles sur les ingérences en Roumanie, enfin sur toutes les élections, ils parlent d'ingérence russe, mais on voit très bien que c'est une ingérence européenne. Là, Christine Lagarde était ces jours-ci à Bellegarde pour dire c'est super, vous allez avoir l'euro. Est-ce qu'il faut dire courage à nos amis bulgares parce qu'ils vont voir les prix exploser comme on l'a vu depuis l'an 2000 ? Il faut leur dire courage fuyons, oui. Alors amis bulgares, bon courage. Allez, ne venez pas en France surtout. Hein. Non mais ils auront l'euro. C'est pire. Non mais c'est évident que là il y a depuis un moment il y a une fuite en avant parce qu'ils sentent que c'est quand même, ils sont en train de vivre leurs derniers instants, donc qu'est-ce qu'il faut dans ces cas-là ? Il faut prendre le maximum de pognon possible. C'est ce qui se passe. Hein. Et si on remplaçait l'euro par le dollar ? Pourquoi est-ce qu'on entretient la guerre en Ukraine ? Tout simplement parce que la guerre, c'est une blanchisseuse de pognon sale et qu'il y en a beaucoup qui circulent dans les instances européennes et dans les instances nationales. On peut rappeler d'ailleurs, merci de le dire, mais il y a un scandale de corruption à l'OTAN qui est apparu ces jours-ci avec la centrale d'achat de l'OTAN, le NSAP, où d'anciens militaires ont reçu des bakchiches pour donner des petits indices sur les marchés d'armement qui étaient ça et là. On parle de millions d'euros évidemment qui ont été détournés comme ça tranquillement. Ça n'a pas fait les gros titres, il y a eu une dépêche AFP quand même, mais il faut rappeler que l'OTAN est notoirement corrompu. Comme Davos d'ailleurs, Klaus Schwab s'est fait virer de Davos pour corruption. Ils ont étouffé l'affaire via une enquête interne. Ça va être la même chose pour l'OTAN. Oui, mais comme la Commission européenne,
et comme les politiques nationaux. Enfin, moi, je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse, comme ça, envoyer dans un pays qui est notoirement corrompu jusqu'à l'os comme l'Ukraine, qu'on puisse envoyer des milliards et qu'il n'y ait pas de rétrocommission. C'est pas vrai. Ah bah 800 Forcément, il y a des avoir, rétrocommissions. Donc Alors, voilà, il y a des gens qui aujourd'hui s'en mettent plein les poches, des politiques qui s'en mettent plein les poches et qui se préparent leur petite succession, eux. Ah bah eux, ils sont peinards. Bon, on va passer à la séquence suivante. Nicolas, c'est à toi. Allez. Chers amis, c'est l'heure des comptes, vous le savez, dans l'Alerte Générale. Merci beaucoup, n'hésitez pas à partager, à liker cette émission, commentez en bas, dites-nous ce que vous en pensez. Et si vous voulez participer, bien sûr... C'est super avec nos publics en délire de l'Alerte Générale, contact@tvliberté.com et vous pouvez venir assister à l'émission. L'heure des comptes, Alexis, on est allé choisir 2 tweets, bien entendu. En fait, on n'a pas trop à se casser la tête parce qu'il y a tellement de bêtises. Franchement, que c'est carton plein, c'est du baltrap. Et pour le premier, on a choisi la députée Taillé-Polian, notamment, qui appelle à taxer les Français. Vous allez voir, ça vaut le détour. Alors oui, il faut taxer pour financer la nationalisation, la réindustrialisation de notre pays. Voilà ce qu'il faut faire. Et pour cela, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Il y a un autre endroit où il se trouve, mes chers collègues. C'est dans l'épargne des Français. C'est dans les... Voilà. Chers amis, et oui, c'est la grande prêtresse verte de la fiscalité qui veut ratisser vos bas de laine. Mais moi, elle me fait flipper, cette dame. Je l'ai découverte, franchement. Elle est super. Des gens comme ça, c'est formidable, non ? Il faut taxer. Un petit coup de truc, parce qu'il lui manquait plus que le mégaphone à cette dame. Franchement. Et on va vous faire les poches contre Français. Salaud de Français, va. Bah c'est vrai, non, mais et en plus. Hein ? Ben, c'est vrai. Mais c'est vrai, quoi. Bah voilà. Oui, mais je sais pas, mais on a des gens comme ça, quand même. Hein. Moi, je la trouve super. Je vois pas où est le problème, Bah Nicolas. oui, c'est vrai. Non, mais toi, t'aimes pas être taxé, t'aimes pas financer, les fauteuils de Gérard Larcher. Pas du tout. Non. Ah ouais. Bah, c'est vrai que parfois, je me dis que c'est un peu trop Tu long, dis mais pas, tout de même. c'est ça la civilisation. Bah ouais. 40 000 non, balles mais pour le patron du Sénat. c'est calme, Hein formidable. Et cette verve à vouloir taxer, c'est quand même dingue. Alors, elle est du côté écolo. Faut quand même préciser aussi son bord politique. Hein. Voilà. Ils vivent de ça. Alban Darguin qui nous a rejoint d'ailleurs. Ils vivent de ça. Ouais. Le micro marche. Tu peux pas. Et d'abord, ils vivent de ça, et en plus, ils savent pas ce que c'est que l'impôt. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai un client qui avait une société de gestion dans le sud de la France, et il reçoit un politique, un député européen qui avait un certain âge, donc c'était pas un perdreau de l'année, c'était un vieux monsieur. Et il lui demande, parce que il faut remplir un certain nombre de choses quand on ouvre un compte, et il lui demande combien il avait comme rémunération mensuelle. Et le gars répond, il fait un petit calcul dans sa tête, il répond aux alentours de 30 000 balles par mois quand même. Bon. OK, et puis la discussion se poursuit, et puis à un moment, il lui demande « Mais monsieur, quelle est votre capacité d'épargne ?» Et le gars répond « Je vous l'ai déjà dit, 30 000 balles par mois. » Alors, le gars, un peu étonné, lui dit « Mais non, monsieur, la capacité d'épargne, c'est ce qui vous reste quand vous avez payé toutes vos charges, etc. » Ben oui, c'est ce que je dis, 30 000 balles par mois. Donc, le gars lui dit « Mais vous ne payez pas de charges. » Ah non, non. Non, mais enfin, quand vous, je sais pas, vous vous déplacez, vous allez à l'hôtel, ah ben non, c'est payé en fait, d'accord. Et quand vous allez au restaurant, ah ben c'est payé aussi, etc. Et en fait, le gars, voilà, il débarquait, c'est tout juste s'il savait qu'il y avait un impôt en France, parce qu'il connaît pas. Donc voilà, 30 000 balles par mois. Donc ces gens-là font carrière, sont payés pendant des dizaines d'années. Ces montants-là, à ne rien foutre. Nourri, logé. Magique. Ouais. Donc, on finance la médiocrité sur pattes. Voilà. Donc, Merci beaucoup. Alban Darguin, merci de nous avoir rejoints. Un petit mot là-dessus, parce qu'après, il y a une seconde réaction, bien entendu. Ouais. Et on a pris un peu de retard, donc on va accélérer. Alors là-dessus, sur cette fameuse députée écolo. D'accord. Sur cette Députée et eux. moi j'ai été séduit.
D'accord. Ok. C'est bien, vous cartonnez sur YouTube, on comprend pourquoi Alban Darguin. Franchement, vous prenez un choix. Non, mais vraiment, je pense que enfin, d'abord, elle avait un charme fou, et j'ai eu l'impression de voir l'attaque de la diligence. Vous voyez ce que je veux dire? La taxe de la diligence. Moi, je trouve ça super bien fait, en fait. Alors, je voudrais qu'on passe sur la deuxième séquence. J'en ai un peu parlé dans mon édito, notamment un député, Julien Dive, DLR, un député de l'Aisne. Vous allez voir ce qu'il dit à l'Assemblée. Allez, Magnéto. Tel que je le pense, ici 95% des femmes et des hommes de cet hémicycle n'ont jamais créé la moindre entreprise et se permettent de donner des leçons d'économie matin, midi et soir à toute l'économie française. À toute l'économie française. Et je vais vous dire, m'applaudissez pas trop vite parce que des deux côtés des bandes de cet hémicycle, vous envoyez des messages néfastes chaque jour depuis maintenant 2 semaines avec des fiscalités, avec de la fiscalité sur notre économie qui sont tout simplement des retours, nous aurons des retours de flammes qui vont napalmer l'économie de nos territoires. Donc je vous redis, chers collègues, attention à ce que vous faites. Ce ne sont pas les députés qui créent des emplois dans notre pays, ce sont les chefs d'entreprise. En revanche, les députés, par leurs décisions, peuvent tout simplement casser des emplois dans nos territoires. Voilà. Napalmer l'économie, Olivier. Napalmer l'économie. Et des députés qui n'ont jamais créé... Il n'y a pas grand-chose à cramer, c'est déjà fait. Hein. Ouais. Tu remarqueras d'ailleurs qu'on est beaucoup moins impacté aujourd'hui que l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que nous, on n'a plus d'industrie. Ah oui, c'est sûr qu'on a déjà tout cramé. Donc ouais. Quand t'as plus rien, t'es pas gêné. Non, mais c'est évident que là, il y a une espèce de fuite en avant où on sent que c'est la phase terminale et qu'ils essaient de sauver leur siège et de tenir encore quelques minutes, monsieur le bourreau. Ouais, là, ils sont plusieurs bourreaux. Alban Darguin, là-dessus, rapidement. Moi, j'ai juste un commentaire, puisqu'on parle de finances. Oui. Il y a eu dans l'histoire de France un ministre des Finances qui s'appelait Fouquet. Vous vous souvenez? Il aimait un peu le faste et tout ça. Et il s'était fait des armoiries dans lesquelles on voyait un écureuil qui grimpait sur un arbre, et en dessous, la sentence en latin était « Quo non ascendat ». Jusqu'où ne grimpera-t-il pas? C'est lui, Fouquet, l'écureuil. Eh bien, si on connaît l'histoire de Fouquet, il a en effet fait l'écureuil, mais il n'a rien épargné. Il a surtout tout cramé, lui aussi. Ah ben voilà, c'était la minute, on a tout cramé sur Alerte Générale, bien entendu. Et on passe immédiatement à la séquence que vous attendez toutes et tous, comme Emmanuel Macron, la minute mainstream. Alors, la Minute Mainstream, c'est un peu de bon sens sur ce plateau déglingué où on raconte absolument n'importe quoi. C'est les questions qui sont là pour qu'elles soient répondues, comme dirait un journaliste d'une chaîne mainstream qu'on connaît très bien. Et une des questions qu'on se pose, et Nicolas et moi, et on voudrait vous la poser, Olivier Delamarche, est-ce que la France, finalement, ne souffre pas tout simplement du comportement toxique des pauvres qui passent leur temps à ne pas gagner assez d'argent ? Bah oui. Je ne sais pas si c'est la meilleure définition de la France, parce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent en France. Alors, en général, ils la quittent très vite, mais il y a des gens qui ont fait des très belles boîtes, etc. Mais c'est aujourd'hui la toxicité, elle vient de nos gouvernants, qui sont excessivement toxiques depuis quelque temps, et donc voilà, et qui empêchent les gens de bosser, de tourner, de faire du chiffre, de vivre. Aussi de vivre, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que c'est même pas que dans l'économie. Aujourd'hui, c'est dans tous les secteurs qui se mêlent de notre vie. Du gamin de 3 ans jusqu'à notre mort. Donc ça devient compliqué. C'est pas le rôle de l'État aujourd'hui d'être dans tous les secteurs de notre vie, de nous dire comment on doit vivre, comment on doit parler, ce qu'on doit dire, etc. Ce que M. Macron nous reproche, c'est justement de parler. On ne peut plus rien faire. Et ça va être de pire en pire. C'est pour ça que je vous disais, attention à l'euro numérique, à la suppression du cash. Enfin, on voit vers quoi ils veulent aller, c'est-à-dire une société totalement sous contrôle d'eux,
et de quelques grands groupes copains qui le capitalisme de connivence, qui fera que eux se prendront des loyers en permanence et nous, on essaiera de survivre là-dedans. Mais c'est pas le but d'un État. Aujourd'hui, on n'est pas. Ça fait longtemps qu'on a quitté le système démocratique en France. On a une autocratie qui fait que ces gens-là veulent nous maintenir sous pression. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de la guerre en permanence ? C'est comme le Covid, on vous fait peur parce que comme ça on vous contrôle. Donc voilà. Absolument très juste. On a une question dans le public. On a une question dans le public. Levez-vous. Voilà. Dites-nous tout. Accusé, J'ai cru levez-vous. comprendre qu'ils étaient en train de reculer sur l'euro numérique. Il m'a semblé voir ça. Non, ils ont décalé. Comme la retraite. Non, il ne recule pas, il décale. Non, on éteint, on baisse, on Ils décale. reculent les amis. pas, Comme ils allumer le chauffage, on décale à février. on Ma décale question parce n'est pas que spécifique. Décalé, c'est déjà... ça nous laissera un petit peu aujourd'hui. plus de temps. Oui, non, mais c'est très bien. Mais ceci dit, c'est pas elle qui avait l'agenda. Elle a cru à un moment qu'elle servait à quelque chose. Mais en fait, pas du tout. Et donc, en fait, ça l'a calmé la petite remarque de Donald qui a dit niet. Voilà. Et donc, quand Donald dit niet, Madame Lagarde se couche. Voilà. Bon. Alors, une autre question, mon cher Olivier Delamarche, aujourd'hui, dans cette minute mainstream. La misère, n'est-ce pas aussi une opportunité écologique et une façon de résoudre notamment le problème des retraites, comme ça, comme le pourrait le penser l'ami Agnès Pannier-Runacher, qui n'est plus au gouvernement, la ministre éco-responsable de la Joconde éco-responsable du gouvernement. Est-ce que c'est pas, cette misère, un peu une opportunité pour nous tous ? Une opportunité. Exactement. Pour sauver la planète. Pour sauver la planète, parce qu'elle brûle. La décroissance, tout ça, c'est bien, voilà. non ? D'accord. Ben oui. Oui, les germes, le quinoa, enfin tout va bien. Exactement. Écoute, moi je préfère la côte de bœuf. Après, donc je te laisse avec. D'ailleurs, Oui, mais moi aussi. à propos de la côte de bœuf, gros soutien aux éleveurs dans le sud-ouest qui prennent cher avec l'abattage rituel, parce que c'est du sacrifice au dieu Moloch Baal, pour les éleveurs qui perdent leurs troupeaux en ce moment, du fait encore d'une directive européenne. Alors que je me suis planté totalement, mais c'est déjà la fin de cette émission. Mais c'est exactement la fin, ça ne dure que pas assez de temps. En tout cas, merci beaucoup Olivier Delamarche, merci beaucoup Alban Marguin, et merci à Salva qui était avec nous dans le public. Merci le public. Merci le public d'avoir été si fidèles et si nombreux sur Alerte Générale, mon cher Alexis, pour la fin. Eh ben pour la fin, merci aussi à vous d'être derrière vos écrans, de mettre des cœurs, de commenter, de dire combien vous aimez cette émission, qui n'en est qu'à ses débuts, puisque c'est le 2e numéro. Rassurez-vous, on n'invitera pas que des économistes, parce que c'est chiant. Mais on aura d'autres invités prochainement. Ah, je rigole, avec Olivier. Et évidemment, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle édition d'Alerte Générale. D'ici là, faites attention à vous, on ne sait jamais quelle loi et quelle taxe va vous tomber sur la gueule. Salut! Bye bye, ciao!